Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Maxime. Ce jeune homme à la base introverti a très vite fait appel au développement personnel pour apprendre à se découvrir. D'abord, perdu dans un monde professionnel qui ne lui convenait pas après ses études et aussi perdu dans sa vie sociable parce que pour lui, il était impossible de parler à une fille. Il a fallu qu'il prenne sa vie en main pour se trouver et avancer. Aujourd'hui, ce jeune hypnothérapeute de 26 ans nous parle de croyances. En fait, comment remettre en question sa vie, ses pensées pour se reprogrammer. Voici l'interview de Maxime qui nous partage son expérience de vie. Salut Maxime. Salut Nico. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Ça me fait plaisir que tu sois venu, pour le coup. Avec plaisir. Ça fait du bien, ça fait un peu de voyage, tu vois, ça nous fait traverser Paris, donc du coup... Voilà. Bon, ça va, c'est pas non plus le bout du monde, hein. C'est parfait. Okay. Alors dis-moi Maxime, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, juste en tout cas ton activité actuelle? Qui es-tu? Alors moi, je suis Maxime Dauchel, je suis praticien en hypnose et je travaille à Paris dans le 20e arrondissement. Ok, super. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Officiellement, ça fait plus d'1 an que j'ai mon propre cabinet, que je partage avec d'autres praticiens. Ouais. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, j'accompagne les gens sur des troubles anxieux et je commence à voir un peu vers où je vais me spécialiser dans les mois et les années à venir. Et je crois que c'est une particularité que j'ai envie de vraiment développer, c'est celle du deuil. Parce que le deuil, c'est quelque chose qui est vraiment une étape importante pour commencer à mettre des choses en place et faire la distinction entre passé et présent. Ouais, ok. Moi, j'imagine que t'es pas arrivé là comme ça, parce que t'as quel âge là? Là, je me dirige vers les 27 ans, là j'ai 26. Ouais, t'as 26 ans. Bon, j'imagine qu'avant de devenir, de faire de l'hypnose, en tout cas, et de se diriger vers le deuil, qui est un sujet particulier, c'est que t'es passé par plusieurs étapes. Toi, à la base, quand t'étais enfant, quand t'étais ado, c'était quoi la vie dont tu rêvais à la base? Quand j'étais ado, oh là là, ça va te paraître dingue, mais quand j'étais ado, ma vie idéale, c'était une vie plus ou moins normale que je désirais. C'est quoi une vie normale? C'est en fait avoir un cercle, avoir des gens à voir, des amis. Je suis quelqu'un qui avait pas beaucoup d'amis, voire très peu. Et j'avais des gens dans ma vie qui allaient pas très bien. Donc il fallait, voilà, ça, humainement, tu sais, tu prends de cette énergie où les gens vont pas très bien. Et j'étais pas très bon à l'école. Donc du coup, euh, parfois aussi je manquais de discipline. Donc du coup, c'était le bordel, tu vois. Et donc c'était pas très la meilleure étape de ma vie, l'adolescence, tu vois. Donc j'étais un peu perdu. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, il faut avancer. Ouais. Mais d'abord, je vais essayer de répondre à ta question, parce que j'ai tendance, tu vas voir que j'ai tendance à être arborescent, et je sais que toi, tu as ce truc, cette qualité de bien recentrer les gens, donc c'est nickel. La vie idéale, c'était vraiment une vie où, tu vois, j'ai des amis, je me marre, je sors, où côté ça se passe mieux, où je peux garder mon énergie pour les cours, parce que ça me prenait la tête, en fait. Tu vois, ça me prenait la tête. Et en fait, j'étais dans une forme d'anxiété, sans le savoir. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as commencé à faire comme étude? Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Enfin, vers quoi tu t'es dirigé à l'adolescence? Alors, vers la fin de mon adolescence, je me suis dirigé vers la cuisine. Parce que moi, j'adorais cuisiner. C'est une forme de méditation pour moi, la cuisine. Quand je cuisinais, il n'y avait que ça. Tu vois, Mhm. c'était une sorte d'état de flow. Tu vois, j'étais pris dans ce que je faisais, etc. Et mes parents m'ont encouragé à aller faire un CAP cuisine. Pourquoi? Parce que ça répondait déjà à des qualités que j'avais. C'est que je Mhm. savais cuisiner. Donc, j'ai fait ça vers 16 ans. Ouais. Ça t'a Apprenti plu? Ça m'a plu parce que j'ai réussi à être dans des endroits assez cool. Je travaillais pour Christian Constance dans le 7e arrondissement. Ouais. Et c'était voilà, de belles cuisines, la bistronomie, tout ça. Puis ça faisait pas très longtemps que le terme bistronomie était arrivé. Ouais. Donc je voyais des choses très belles. Et par contre, c'était un peu fatigant parce que tu vois, je me levais à 5h30 du matin pour rentrer chez moi, pas avant 19h, 19h30. Et je recommençais ça tout le long de la semaine. Ouais. Et tu sais, quand tu commences, c'est souvent des choses très répétitives, beaucoup d'épluchures, d'observations. On va pas te faire les choses intéressantes pendant au moins 1 an. Mhm. Donc Ouais. là, c'est beaucoup de mental pour continuer. Mais je l'ai fait jusqu'au bout, parce que pour moi, je prenais ça vraiment comme une expérience, comme une sorte de challenge. Au bout des 2 ans, CAP cuisine accompli, CAP en poche, pouf, ça me plaît plus. Ouais. Ok. Subitement, tu vois. T'avais obtenu l'objectif attendu, mais là, Ouais, c'était mais pas. T'avais réalisé que c'était pas la vie que tu voulais en fait. en fait, aussi, les gens qui sont. L'exigence de la cuisine, c'est d'être rapide, et je suis pas quelqu'un qui est excellent dans la rapidité.
Alors, Hmm. on a besoin de métiers de gens qui sont rapides, mais on a besoin aussi de gens qui sont bons dans le fait de ralentir, je pense. Et je l'ai compris tardivement, ça. T'avais l'impression de te connaître à l'adolescence? Justement, quand t'es parti en cuisine, t'avais le sentiment de savoir qui tu étais ou de pas forcément avoir toutes les cartes en main pour te connaître? Je crois pas, au contraire, je devais être très vulnérable à cette époque, je pensais pas me connaître. Et c'était même pas une question que je me posais, en fait, parce que je pensais à d'autres choses, en fait. Je pensais vraiment et combien de temps je peux tenir, parce que moi j'avais du mal, en fait, à me tenir, non, c'est pas le mot que je veux utiliser. Non, j'ai du mal à accepter d'être seul. Mhm, ok. Et plus tard, c'est ce qui aujourd'hui a fait ma force. C'est-à-dire que moi, un week-end passé seul, ma soirée chez moi avec Ali, pour moi, c'est une magnifique soirée hein, aujourd'hui, tu vois. Ouais, C'est magnifique. Et c'est même parfois même moins bien une soirée pour moi maintenant je sors. Parce que ouais. faut sortir, il faut dépenser de l'argent, machin, c'est pas qui c'est que tu vas rencontrer, même si t'es avec des potes. Et finalement, c'est plus fatigant parfois. Ouais. Et des fois, c'est aussi très marrant. Mais à cette époque-là, il y a aussi plein de choses dont je n'avais pas conscience. Je pense que c'est un truc qu'on va aborder à un moment donné, mais je te le dis déjà. C'était vers 2017. Donc en 2014, c'est Happy Cuisine. Donc là, ça fait 3 ans déjà que je fais plein de choses. Mhm. Et après, on reviendra un petit peu en arrière. Mais en 2017, j'ai appris, grâce à ma mère, en faisant des tests à l'hôpital Sainte-Anne, que j'avais un syndrome d'Asperger. Et Mhm. là, ça a ouvert beaucoup de portes en moi. Et pour raccourcir, pour synthétiser, c'est une forme de trouble autistique qui fait que ça cause plusieurs gènes dans la vie de la personne. On va se sentir inadapté dans 80% des cas en société. Et ça donne des problèmes de relationnels, Mhm. des clichés sur les centres d'intérêt stéréotypés, pardon, et des, comment dirais-je, des stéréotypes, les relations sociales qui s'emboîtent pas, et surtout une sensation que tu donnes à l'autre que tu n'es pas intéressé, tu n'es pas présent ou que tu t'en fous. Et ce qui va fausser, qui va me créer un creuset entre toi et les autres. Tu t'étais senti différent, adolescent et petit? Et finalement, ça répond déjà à ce truc-là, bah ouais, parce que oui, différent, parce que j'étais souvent très seul. Parce que je trouvais les Mhm. autres pas intéressants, un peu. Et du coup, je préfère être seul que mal accompagné. Ouais. Ce qui, je sais pas pour qui ça s'envoie ce concept-là, mais moi c'était obligatoire. Je passais beaucoup de temps seul. Mais le problème, en fait, d'être seul, c'est que ça entretient le fossé en fait. Mhm. Et en tant qu'être humain, tu as besoin de l'autre par Ouais. moment. Tu peux pas, on n'est pas fait pour rester seul en fait. On peut rester seul un certain temps. Et même les grands maîtres, moines bouddhistes, etc., en ermite, ils sont avec un maître spirituel, ils sont pas seuls. Mhm. Ouais. Et les plus forts, les plus spiritueux, ils vont te dire, bah non, je suis avec un âme, je suis dans la nature, je suis rempli de plein d'êtres vivants, je suis jamais seul. Après ton CAP, du coup. Après ça a été remise en question énorme, et là, on peut dire que j'ai commencé à me rapprocher de l'hypnose, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler sur moi, sur le développement personnel, et je suis passé par toutes les étapes. Alors au C'est quoi début, travailler le développement personnel? Tu vois, tu finis ton CAP, t'avais quel âge à ce moment-là? alors à ce moment-là, il me semble que j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. Ouais. Quand Et à j'ai- 18 ans, t'as une remise en question et tu te dis, je vais aller vers le développement personnel pour savoir trouver des réponses? En fait, je me cherchais, et là déjà, j'avais compris. Alors en fait, je triche un peu en disant que j'ai tout arrêté immédiatement après le SAP, j'ai essayé quand même de travailler, mais je voyais que niveau rentabilité pour moi, la fatigue, enfin, genre, C'était pas ton truc, t'étais pas c'était aligné en pas fait. non, ça s'alignait pas en fait. C'était mon truc de cuisiner, mais c'était pas mon truc d'en faire un métier, en Ouais. fait. Cuisiner chez toi. Aucun problème. Ouais. Dans un métier avec des gens et un stress et tout ce qui s'ensuit, non. Ouais. Et du coup, là, bon, déjà, je me suis mis à faire plus de sport parce que j'avais fait 7 ans de tennis quand j'étais plus jeune, tu sais, donc je faisais plus trop de sport, donc je me suis remis à faire du sport, mais du type en mode gym, sous forme de HIIT, avec des coachs. Je faisais ça avec ma mère. Ensuite, je suis intéressé à plein de concepts sur comment mieux se découvrir. Et puis moi, je voulais aussi créer du cercle social. Donc, il y a plein d'activités pour améliorer ça. Mais la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était en fait tout connement des coachings en séduction. Pourquoi? Parce que Ah. en fait, on peut penser ce qu'on veut, mais en réalité, c'est des concepts, des idées, des méthodologies en séduction qui aident à créer des liens, créer du Hmm. lien. Et en fait, j'ai appris à faire un peu comme tu fais avec moi, c'est-à-dire tu m'écoutes, tu es présent à moi, tu me fais du feedback même indirectement. Et c'est des choses que je savais absolument pas faire, mais qui étaient essentielles pour créer du rapport avec les autres, en l'occurrence avec des femmes. Mais là, du coup, ça m'a donné les premiers concepts de développement personnel. Parce que t'avais des problématiques justement avec les femmes? Ah C'était, oui, oui, t'arrivais oui. pas à aller Avec vers tout le elles? monde en fait, avec tout le monde. Mais ouais, pour moi, sortir avec une fille, c'était vraiment un rêve, c'était un fantasme en fait. À ce moment, ouais, c'était inimaginable quoi. Je veux dire,
moi qui me fais pas d'amis, tu vois, pendant 2 ans, t'as pas d'amis, ça peut pas, c'est long, hein, tu vois. Mm. Et les gens qui trouvent que la vie est courte, moi à ce moment-là, je me dis, mais en fait, elle est super longue la vie, en fait. C'est intéressant quand même parce que tu te retrouves quand même à 18 ans, c'est assez tôt, à te rendre compte en tout cas que t'as pas la vie que tu veux. Et très rapidement, tu mets en place quand même des choses pour améliorer ton quotidien. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Des personnes vont avoir des problématiques et puis vont vivre avec ces problématiques, quitte à se plaindre et finalement laisser couler. Toi, tu te dis, ben, je vais me faire coacher pour séduire, pour pouvoir avoir une nana. C'est pas le, tu vois, c'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup ce coaching? Est-ce que t'as J'ai, serré toutes les nanas de Paris? Bah écoute, faut que je regarde mon inventaire, mais bah pas vraiment parce que pour plein de raisons. Mais non, je passerai à toutes les meufs de Paris. Voilà, les filles qui écoutent ce podcast, voilà, vous avez encore la chance de pouvoir me rencontrer incessamment sous peu. Non, mais l'idée c'est, la question c'était qu'est-ce que ça m'a appris, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que ça t'a Bah en fait, apporté? ça m'a apporté déjà, déjà c'est une ouverture parce que je connaissais rien au développement personnel. C'est les concepts de, on avait évoqué quand on s'est rencontrés, on parlait de comment se faire des amis, le livre de Dale Carnegie. Ouais. Et moi, ce livre, c'est une mine d'or, en fait. Et la séduction, en fait, ça commence quand tu valorises l'autre, quand tu es avec l'autre, quand tu es là pour l'autre, quand tu l'écoutes. Et que l'autre, en fait, il a cette impression qu'il est vraiment important pour lui. Et aussi, j'ai appris une chose, c'est que en tant que femme et en tant qu'homme, on veut pas la même chose, forcément. On peut Mhm. se retrouver sur plein de plans, mais une femme, en fait, c'est conçu pour faire un enfant. Et nous, les hommes, on est fait pour aller féconder la femelle quelque part. Donc, il y a un truc qui fait que, bon, ça, c'est le côté qui plaisait moins aux femmes. Et c'est le truc, c'est que les hommes, bah, en fait, ils ont plus envie de coucher. Et les femmes, elles veulent plus retrouver le mec qui va être le mec qui va être l'homme de leur vie pour les enfants. Enfin, Ouais. pour le fameux prince charmant. Ouais. Ça veut pas dire que les femmes n'aiment pas coucher, évidemment que non. Parfois, elles aiment plus, encore plus que nous. Le truc, c'est que c'est pas rassurant pour une fille. Et du coup, faut aller. C'était un peu aussi des matières de comment se vendre, qu'est-ce qui rassure, qu'est-ce qui fait que bah tu donnes envie à l'autre de te revoir. Et donc, c'est pas vraiment le sujet, donc je vais vraiment synthétiser, mais comment se vendre. Ouais. Et j'ai appris ça, En comment se fait, vendre. t'as appris des choses sur toi Et et sur le ouais, relationnel en règle générale. ouais, En fait, c'était avec les femmes, mais c'était un peu juste un, comment on va dire ça, un principe. Bon, ok, c'est avec les femmes, mais c'est dans ta vie en général où t'améliorais tes relations à ce niveau-là. C'est à ce moment-là aussi que il me semble que t'es parti à l'étranger. voilà. J'ai passé. En fait, c'était vraiment, ouais, ça s'est goupillé à peu près au même moment. Je suis parti mars 2015, il me semble, à Londres. C'était en mars 2015. Ouais. Je suis parti à Londres. Combien de temps? Je suis resté un an. Je savais pas combien de temps j'allais rester, hein. Alors là-bas, je voulais prendre juste des cours d'anglais, profiter un peu, voilà, d'un moment où je m'expatrie. C'est comme ça que ça se dit, Ouais, expatrié. ouais, c'est expatrié, hein. S'expatrier, ouais. Ouais. Et le truc, c'est que bah, je me suis. C'était dur le premier mois, parce que coloc, première fois de ma vie coloc. Je suis. Le relationnel avec les autres, L'anglais? hein, Tu l'anglais. parles pas anglais, t'es français, tu parles anglais. C'est Mais un anglais, dans ouais. tout ça, est-ce que t'as pas le sentiment que que le syndrome qui t'a été du coup découvert un peu plus tard, est-ce que tu penses que ça vient de là, tes problématiques relationnelles ou pas du tout? Alors, c'est très récent, hein, le syndrome d'Asperger, hein. C'est un truc qui vient des États-Unis d'ailleurs, mais chez nous, c'est encore assez récent, hein. C'est grâce à Internet, tu sais, YouTube et tout ce que tu veux, l'info va vite, mais en vrai, c'est un concept qui est très récent. Ça a moins de 15 ans, moins de Mhm. 10 ans, non, j'exagère. Ça a moins de 15 ans, maximum 20 ans, mais ça a déjà 40 ans, 50 ans d'années, tu vois, de ce Ouais. concept-là aux États-Unis. On a du retard. Et le truc, c'est que je pense que oui, parce qu'en fait, quand tu fais des tests, c'est des tests de QI en fait, la plupart des tests qu'ils te font Mhm. faire. Et aussi des tests de reconnaissance, si on te montre une photo. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, à travers des tests d'organisation avec des feuilles, Ouais. un test tout con, si on te fait imaginer que tu es un guide de zoo, et il y a des gens, ils veulent visiter le zoo, mais d'une certaine façon. Ils veulent d'abord aller voir les éléphants, aller voir ensuite les lions, faire une pause là, ensuite aller voir les chimpanzés, faire une pause déjeuner ici, ensuite aller voir, je sais pas, les dauphins, j'en sais rien, tu vois. Et toi, t'es le guide, mais t'as le plan du truc. Ok, fais-nous le chemin. Mhm. Et en fait, et t'as 10 minutes. Mais en fait, du coup, ça dépasse. Et au bout de 15 minutes, ils disent, bon, écoutez, arrêtez, là, ça va pas. Et en fait, je m'en mêlais les pinceaux. Exactement, Mhm. durant mes boulots que je faisais, et je me suis fait beaucoup envoyer de plein de petits jobs. Ce qui a Ouais. créé un problème au niveau de l'estime, Ouais. parce que je me sentais nul. Et là, Ah. l'estime de soi, là, j'ai dû faire un travail sur moi plus tard sur l'estime de soi, parce que euh, du coup, je commençais à vraiment croire, mais je suis nul en fait.
Et en fait, c'est horrible de se dire ça. C'est horrible de se dire ça. Parce que du coup, des jobs comme travailler à Starbucks, même eux me gardaient pas. Mais en fait, euh, simplement parce que il y a mon manque de durabilité, j'ai l'impression que je n'écoute pas, alors que moi, c'est pas parce que on me donne un ordre que je vais pas l'exécuter. Au contraire, je vais essayer de l'exécuter au mieux cet ordre. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi de faire plaisir aux clients. Mhm. Et je crois, les gens, les superviseurs, j'appelle ça les superviseurs, pardon, les managers, Ouais. vous voyez juste que je faisais moins attention à leurs ordres. Et pour moi, ils voyaient pas l'effort que je faisais pour le Ouais. client. Donc pour sa société, en fait. Mais c'est pas... Ça, c'est le boulot que tu faisais aussi à Londres, hein. T'étais Alors, barista? Londres, je suis passé barman grâce à un Ouais. ami que j'ai rencontré qui était un coloc. Et ça a duré près d'un an, ce Ça job. t'a aidé à t'ouvrir aux autres? Ouais, Cette bah, le partie à barman, l'étranger? vraiment, ça a été trop cool parce que le barman, bah, en fait, bah, il est au centre de l'attention, tu vois. Ouais. C'est celui qui fait les cocktails, c'est un poste, je dirais même séduisant, quoi. Je dirais. Ce qui, ce Autant pour la personne qui qui, le vit que pour les autres, ouais. ce qui était un peu compliqué pour toi, vu Et en d'où plus, tu je bois pas venais. d'alcool, moi. Et le pire, c'est que je bois pas d'alcool, moi. Ok. Donc donc j'ai goûté un peu des alcools, mais c'est pas mon truc, l'alcool. Je m'en fous. Ouais. Pour moi, c'est de l'argent, c'est cher et moi, j'ai une valeur haute qui est dans mes trois valeurs top, c'est la santé. Ouais. Donc ça y contribue pas. Mais du coup, bah, j'ai appris plein de choses, les concepts, les cultures aussi au niveau de tout ça. Et surtout, j'ai amélioré mon anglais de ouf quoi, à ce Mhm. moment-là. Et c'était très intense au début. Et à un moment donné, j'ai trouvé un rythme de croisière. Et après un an, je me suis dit, bon, allez, j'ai fait mes armes, je vais rentrer tranquillement en Et France. rentrer à Paris pour faire quoi? Et ben, je sais toujours pas. Et là, on arrive vers 2016, mi-2016, et j'ai fait plein de petits jobs, Starbucks, Club Med, même McDo. Ouais. Et tu vois, je travaille dans des restaurants pendant 2 ans de bistronomique, et là, je travaille chez McDo, tu vois. Donc, je suis pas resté très longtemps chez McDo. Alors là, ils m'ont pas viré, c'est moi qui suis parti. Parce que Ouais. je continue de postuler, j'ai trouvé des trucs mieux très vite. Ouais. Donc, je continue à faire plein de petits boulots. Et J'ai là, tu travaillé beaucoup travailles sur toi au quotidien? en permanence. Mais je suis obligé, en fait, pour mon boulot de praticien. Surtout, Parce que là, tu savais que tu voulais aller vers l'hypnose ou pas du tout à ce moment-là? en hypnose, j'ai découvert ça vers 2017, grâce à une conférence. Et du coup, je passe directement à l'hypnose maintenant. Non, non, mais ça a été quoi ta démarche de recherche sur toi en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé Ouais. à te découvrir en fait? Alors, ce qui m'a aidé à me découvrir, c'est plein de choses. Mais on va dire que l'hypnose, ça a été très intéressant parce qu'il y avait il y avait une combinaison entre des choses que j'aimais beaucoup et en même temps ces axes de développement personnel. Et je me suis rendu compte que l'hypnose est en fait en grande partie à la base de tous les concepts de développement personnel. C'est de Hmm. l'apprentissage. L'hypnose, c'est de l'apprentissage. C'est ce qu'on dit pas assez aux gens. C'est à s'apprendre, apprendre comment ça marche tout ça à l'intérieur. Ah, d'accord, ouais. C'est comprendre comment ça marche, son fonctionnement. Parce que c'est nos automatismes, nos émotions, nos croyances, nos valeurs. Des choses qu'on t'apprendra jamais à l'école pour plein de raisons. Et c'est très bien sur une certaine forme, mais c'est un peu dommage sur d'autres plans. Parce que c'est très général l'école, mais sauf que là où moi j'ai galéré à l'école, et on a tous, je pense, un jour galéré à l'école pour plein de raisons, parce qu'on a eu un professeur qui ne comprenait pas ou qu'on comprenait pas, c'est pas forcément la faute de la matière, mais voilà, pour une ribambelle de questions, on a tous un jour galéré à l'école, on va dire que moi j'ai galéré pendant longtemps, d'autres un peu Ouais. moins. J'ai aussi des bons souvenirs, hein, mais moi j'ai plus des mauvais souvenirs. Donc le truc c'est que c'est général l'école, hein, parce que ça doit parler à tout le monde, parce que c'est gratuit. Il faut que ça puisse aider un maximum de monde, que ça soit pas trop dur. Mais on est tous uniques. Et c'est le grand challenge en tant que praticien en hypnose, c'est-à-dire que je dois travailler sur moi pour me comprendre moi, Ouais. prendre des risques aussi parfois dans ma vie personnelle, et donc apprendre plein de choses et continuer de lire des livres sur des thèmes, j'ai, voilà, j'ai appris un truc récemment, c'est la laxophobie. Désolé, mais c'est des gens qui ont peur de se déchiquer dessus. Mais je connaissais pas. Ok. C'est une cliente qui m'a dit ça au téléphone que j'ai eu. Et je dis, oui, et là, elle m'a expliqué. Je fais, ah bon, ok, mais je connaissais pas. Et ça, c'est travailler sur soi, c'est pour éviter de pas savoir en séance. Mais je dois faire un truc très paradoxal, c'est de tout oublier en séance, mes manières, tout ce que j'apprends de général dans ma vie, je dois Ouais. faire abstraction de ça en séance, parce que la personne en face de moi, elle n'est pas générale, elle est unique. Parce qu'on est Mhm. tous uniques. Et c'est un des grands principes de la PNL, la programmation linguistique et de l'hypnose, c'est chaque personne est unique. C'est comme Virginia Satir qui disait je ne suis pas tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, et c'est parfait. Parce Mhm. que on est tous différents. C'est-à-dire que c'est le grand. Ouais, c'est ça, Virginia Satir, c'est une grande
praticienne et familiale. C'est une des grandes praticiennes en thérapie familiale qui disait, voilà, ton père, c'est un être humain. Ta mère, c'est un autre être humain et toi, tu es un autre être humain. C'est-à-dire que les schémas qui viennent de tes parents, ça t'appartient pas. Ouais, tout à fait. Et du coup, elle a apporté une grande valeur de distinction, mais il n'y a pas que elle, il y en a eu plein d'autres. Oui, parce que enfin, quand tu parles des parents comme ça, on parle souvent, on peut parler de la psychogénéalogie, Mhm. que tu dois connaître un petit peu, sur le fait que finalement, les blessures du passé peuvent arriver à toi, mais que finalement, elles C'est ne systémique. t'appartiennent pas réellement, donc tu peux Mhm. t'en détacher, bon, par des processus, etc., et un travail sur soi, C'est mais ça. toi, un travail que tu sembles avoir quand même bien fait, et continuellement, sans jamais t'arrêter. L'hypnose t'a paru comme une évidence, c'est-à-dire que quand t'as découvert l'hypnose, tu t'es dit je vais travailler dedans, parce que tu sais, entre lire des bouquins de dev perso, travailler sur soi, se faire coacher comme tu l'as fait, tu t'es fait coacher pour la séduction, c'est pas pour autant qu'un an plus tard, t'étais coach en séduction. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc qu'est-ce qui a fait que l'hypnose t'ait parlé plus que un autre type de profession? Alors, tout simplement, la réponse, je viens de l'avoir à l'instant, voilà, c'est une par intuition, ce n'est pas interventionniste, l'hypnose. Ça met l'autre en miroir avec lui, et Ouais. t'es juste une petite, qu'on appelle ça, une petite lanterne en fait dans la vie de la personne, une petite ombre dans la vie de la personne. T'es une lanterne et en fait la personne elle va prendre cette lanterne, elle va éclairer les endroits qu'elle a besoin d'éclairer en elle. C'est la meilleure métaphore, c'est je suis qu'une lanterne pour la personne. Un Mhm. coach, il a cette responsabilité d'être à mon conseil, il va dire j'ai ça comme question, conseille-moi. Je sais Mhm. pas faire ça moi. J'aimerais savoir faire ça un jour. Il y a plein de coachs qui sont excellents là-dessus et des très bons consultants. Moi, j'adore me payer des coachings avec des consultants, des coachs, parce qu'ils ont cette qualité-là. Ils font aussi parfois un peu de PNL aussi, des fois sans le savoir ou consciemment. Quelle est la différence entre l'hypnose et la PNL? Alors, c'est bien que tu poses cette question, parce que moi aussi longtemps je me suis posé la question, donc là je vais faire synthétique et je vais essayer d'élargir un peu. PNL, donc programmation neurolinguistique, c'est la championne du monde de la communication. C'est des outils qui ont été structurés par un mathématicien et un linguiste alors je sais plus qui était linguiste, qui était mathématicien, pardon, mais c'est Richard Bandler et John Kunder dans les années 70, qui ont structuré des outils qui existaient déjà, qui tenaient des meilleurs communicants. Alors c'est surtout au niveau des meilleurs communicants qu'ils ont structuré ça Ouais. pour la dialogie, de la parole, pour vraiment aider une personne à prendre le contrôle de sa vie, mieux parler, être plus convaincant et avoir en fait des schémas de réussite, des Mhm. croyances de réussite, tu vois, et surtout être un meilleur communicant. Et ça existait déjà, mais ça a été les premiers à tout structurer. Ils ont nommé ça la programmation neurolinguistique, programme de tous les programmes qu'on se met en tête, programme échec, programme Ouais. réussite. On a un programme pour échouer, on a un programme pour réussir. Neuro parce que tout ce qui émerge de la pensée, c'est-à-dire un Esquimau, bah, en fait, il va avoir peut-être 30 façons de parler d'un flocon de neige, et nous, on va juste appeler ça flocon de neige, tu vois. Ouais, tout à fait. Linguistique, bah, la parole, mais surtout la parole indirecte, c'est-à-dire, là, tu me fais oui avec la tête, tu me dis oui, je sais que là, tu es en train de me suivre, et du coup, moi, ça me met à l'aise et tout, et ça, c'est une première façon de parler. Ne pas répondre, par exemple, quelqu'un t'envoie un message et ne pas répondre, c'est une réponse. Mhm. C'est une réponse, et parfois même plus violente que si tu avais répondu. Donc, ça part du principe que la PNL, c'est on parle plus sans rien dire. On parle Mhm. beaucoup plus sans rien dire. Quelqu'un qui a des autocontacts, moi ça je me sens bien, donc tu vois, j'ai pas trop d'autocontact avec toi. Mais si j'ai un contact où tu m'étais plus. Si on était chez Ardisson, je serais plus en danger. Plus de caméras, plus de gens, plus d'audimat. Et lui, son fou Ardisson, il va mettre les gens un peu dans les pieds dans le plat. Ouais. Et là, c'est complètement différent, donc c'est très bienveillant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup là, ce qu'on fait là. Et du coup, c'est tout ça qui est réuni dans cette méthodologie qui est la programmation neurolinguistique, donc la Ouais. PNL. Et donc Et l'hypnose. l'hypnose, pour avoir synthétisé, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on rajoute ce qu'on appelle de la transe. Ah, Donc qu'est-ce l'hypnose, que c'est de la la PNL. transe du coup? J'y viens. Alors la PNL, c'est l'hypnose sans transe, et Ouais. l'hypnose, c'est la PNL avec transe. La transe, c'est un état de conscience décalé. État de conscience décalé, donc transe, ça a plein. C'est pour, voilà, pas dire état de conscience décalé, mais c'est impossible. En fait, on vit tous des états de conscience décalés, que ce soit en écoutant une musique, en regardant un film, en rencontrant quelqu'un, en ayant une émotion, une surprise, quelque chose qui est inattendu. Je sais pas, il y a un truc qui pète, tu vois, ça te Ouais. modifie, t'es plus dans le même état. Un prof, tu sais, qui t'ennuie, ça va te plonger dans un état d'ennui. Et il y avait quelqu'un qui avait dit ça récemment, ça m'a beaucoup plu comme métaphore. En fait, on peut juger au Festival Avignon si les spectacles sont bons en fonction du mal du cul que tu te chopes sur ta place assise. Plus le spectacle est bon, plus c'est neutre. Ouais. Plus il est mauvais, plus t'as mal. Ok.
Et ça, c'est une hypnose. Parce que c'est. Si vraiment c'est un truc en moi vieux, dégueulasse, tu sais, des fois, le truc il dure 2 heures, mais tu peux vraiment te choper un mal de cul. Et en fait, bah, si le spectacle il t'emporte vraiment, mais il y a un truc qui va s'appeler de l'anesthésie. Et Mhm. ça, c'est une forme d'hypnose. On fait ça en hypnose. Et les gens qui viennent te voir, ils Mhm. viennent te voir pour des problématiques. Tu sais, tu sais. Moi, j'ai pu entendre, je vais voir un hypnotiseur pour arrêter de fumer, par Ouais. exemple. C'est des problèmes, c'est ce genre de problème? Mhm. Ouais, je vais te le synthétiser en 4 grandes problématiques, voire 5 grandes problématiques. Arrêt du tabac, effectivement, les Ouais, addictions, l'anxiété, le stress et le deuil. Je dirais ouais, que c'est les 4 grands thèmes qui reviennent en boucle. Et puis surtout, un autre qui est aussi très intéressant, et là c'est mes clients préférés, c'est j'ai eu un client un jour qui est venu me voir parce qu'il claquait des dents involontairement, depuis 2 ans. En plus, il travaillait dans le sport, et en plus, ce qui le gênait aussi, mais il devait le savoir déjà, il le savait déjà, mais il m'a pas dit que ça le gênait de cette façon-là. Il m'a dit c'est gênant que ça claque, ce qui était déjà gênant. C'est gênant. Tu vois, c'est comme t'as le hockey, je sais pas, un mec qui a le hockey, quand t'as le hockey, c'est relou. ouais, Il y a plein de méthodes, tu t'allonges, tu tires la langue, tu bois un verre d'eau à l'envers ou je sais pas, et des fois ça passe, même en faisant ça, ça passe pas. ouais, C'est un truc, tu vois, qui se crée, je sais plus comment le hockey, en plus c'est une symbolique. Je crois que c'est lié à la parole, on va pas rentrer dans les détails, mais niveau symbolique, c'est quand j'invente un truc que tu veux dire que t'arrives pas à le dire, il y a un ouais. hockey qui se déclenche. Attention, c'est pas la vérité ce que je dis, je précise. C'est juste un truc une fois que j'ai lu, voilà, au niveau de la symbolique, ne gobez pas tout ce que je dis, on sait pas si c'est vrai. Mais l'idée, c'est que quand ça se déclenche, c'est chiant. Et un Ouais, truc comme ça, qui se déclenche régulièrement dans ta vie, par exemple, on va reprendre l'exemple du monsieur là qui claquait des dents dans mon cabinet. En fait, il y avait quelque chose qui était lié au stress et aussi quelque chose qui était lié au fait du regard de l'autre. Et ça, c'était le serment qui se mordait la queue, c'est-à-dire qu'il pouvait pas, c'était une dichotomie, il y avait toujours une problématique. Il ouais. fait un truc, hop, il retrouvait un autre axe qui l'emmenait dans l'autre, et à la fin, il était piégé. Et on a fait un travail en fait, on a fait un travail sur la gestion du stress. Et finalement, à travers la gestion du stress, je l'ai amené à aller couper je lui ai fait imaginer des liens à détacher. Et là, il se raconte son histoire. C'est ça que j'aime avec l'hypnose, c'est parce que j'offre beaucoup de liberté pour moi, c'est essentiel, et aussi pour moi, quand je vis une séance, c'est de laisser un maximum de liberté à la personne pour qu'elle puisse expérimenter les endroits où elle sait où c'est juste. Et des fois, l'inconscient va lui envoyer d'autres messages. Enfin, inconscient, ou on peut appeler ça aussi de l'intuition, va plutôt couper ce lien-là. Il y Hmm. a un lien qui t'appelle plus qu'un autre, forcément. Puis il peut avoir plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs textures différentes. Et le but, c'est comment je le transforme si j'arrive pas à le détacher parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop dur encore. Ok, on peut-on changer l'intensité, la couleur, la forme? Est-ce qu'on peut le rétrécir? Mais en fait, oui. C'est c'est- c'est un mouvement, l'hypnose. C'est quelque chose qui est malléable, qu'on peut sculpter, qu'on peut grandir, qu'on peut rétrécir. C'est un jeu. Ça tient du jeu, en fait. Mhm. Pour moi, c'est la couche, l'hypnose, qui tient de l'enfance. L'enfant, il a aucun problème à aimer se faire croire. Et on joue à se faire croire, à jouer des jeux de rôle. Quand on est petit, on n'a aucun problème à se rouler par terre, à crier. On peut voilà, avoir une totote jusqu'à un certain âge quand on est petit parce que on s'en fout le regard de l'autre, on s'en fout, y a pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On est une feuille blanche. Et quand on grandit, on remplit cette feuille blanche de plein de couleurs, de plein d'encre. Et on crée des barrières entre nous-mêmes et ce qu'on pourrait vraiment être. C'est pas de la mécanique, l'hypnose, c'est un prof qui m'a dit ça, c'est pas de la mécanique, ça se rapproche plus du câlin que tu fais à un enfant. C'est pas Mhm. un mécanicien, ok, vous avez ça compris, attendez, je vais prendre la clé 12 et là je vais agir sur ce boulon-là, et tata, hop, c'est bon, voilà, vous avez pu avoir ce problème-là, ou ça va se rectifier tout Est-ce qu'on seul. pourrait dire que c'est accompagné avec bienveillance? C'est ça, en gros. C'est tellement évident que je l'ai pas dit, merci de le dire. Ouais, c'est accompagné avec bienveillance. Tu prends le patient par la main et tu l'amènes à aller voir ce que la personne, enfin ce que le patient ne veut pas voir. C'est ça? Ou n'arrive pas à voir. C'est pas qu'il ne veut pas des fois. Il n'arrive pas. Ouais, et puis surtout, en fait, si l'endroit où il y a le problème dans sa vie, ou l'émotion qui est douloureuse, il pouvait y aller pour trouver la ressource, bah, il l'aurait déjà fait. S'il vient de voir, c'est parce que quand ça arrive, il n'y arrive pas. Donc là, on va créer le contexte idéal, l'état de conscience modifié idéal, pour qu'il puisse trouver 3 axes, c'est-à-dire CRS, confiance, respect, sécurité. Ouais, ok. Et il va s'autoriser avec des émotions, et des fois, ça va être juste en surface, c'est ok. Mais là, il va peut-être aussi dire des choses que des fois, il a jamais dit, ou qu'il ne savait même pas que ça existait. Des fois, on m'a posé aussi des questions. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'hypnose, c'est que des fois,
Les gens, ils nous parlent, et on va, par intuition, on va poser des questions à la personne qui, euh, qui ne s'est jamais posée. Et là, déjà, on pose une question, je sais pas, ok, tu me dis, voilà, ça fait 20 ans que je fume, je vais arrêter de fumer, par exemple. Et là, je te dis, alors c'est un exemple un peu bateau, hein, je sais, mais c'est pour donner un exemple grossier. Et là, je te dis, ok, et si tout ce que tu viens de me dire n'était pas vrai? Mhm. Donc c'est une remise en cause de la réalité de la personne. Ouais, mais en fait, on va créer. En fait, moi, je cherche pas à avoir raison, je cherche juste à. En fait, je suis un chercheur, je suis pas un trouveur. C'est elle, c'est la personne qui va trouver ou pas. Mhm. Mais mon but, c'est de mettre du mouvement dans ses croyances. C'est-à-dire que elle pense une chose qui la coince, qui l'empêche d'avancer. Mais c'est ça à la base de penser comme ça parce que c'était pour la sécuriser. Mhm. Un truc qui. Aussi, moi, j'ai du mal, j'ai de plus en plus de mal à parler de croyances aidantes, des croyances limitantes. Parce qu'en fait, tout est aidant. On fait pas une chose par hasard, on le fait parce qu'à un moment donné, d'une certaine manière, c'est sain pour nous. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être aligné avec tout ce que tu fais et avec la personne que tu es? De plus en plus. Je vais pas te répondre oui, parce que je suis souvent insatisfait et je trouve que ça me permet d'avancer. Ouais. Mais en fait, je suis beaucoup plus aligné qu'il y a quelques années, clairement. Si je comparais ma vie il y a 5 ans, je me dirais waouh. C'était Tony Robbins, un entrepreneur que tu dois connaître, j'imagine. Ouais, un coach en dev perso Il- américain, Ouais. en Et dépassement de soi d'ailleurs aussi. dépassement de soi, développement personnel et dépassement de soi surtout. Avoir la vie qu'on rêve. Tu l'as vu le documentaire sur Netflix, qui Ouais, s'appelle I Am Not Your Guru. Dès le ouais. début, il s'adresse à un participant qui est suicidaire, qui a eu au moins plusieurs fois dans sa vie des pensées suicidaires. Et donc il explique ce que ça crée en lui comme vie, comment ça se passe à l'intérieur. Et il fait un peu de l'humour, déjà il le provoque un peu, mais parce qu'il y a un bon rapport, sinon il le ferait pas, mais il fait un truc que j'adore, c'est la petite provocation, il dit, est-ce que c'est à cause de tes chaussures rouges que tu dis ça? Parce qu'elles Ouais. sont vraiment très rouges. Donc là il rigole, et là il arrête, et là il change de cas, il fait, t'es trop dur avec toi-même. Et tu n'imagines pas ce que tu es capable de produire sur 5 ans, sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Mhm. Si tu savais ce que tu es capable de produire sur 10 ans, tu serais abasourdi. T'as le sentiment que les gens n'arrivent pas à connaître leur potentiel, à ne pas prendre conscience de leur potentiel dans leur vie? Moi le premier, j'ai envie de te dire, c'est pour ça que je fais de l'hypnose. Mhm. C'est pour ça que je fais de l'hypnose. C'est parce que c'est. On sait pas ce qui est possible en fait. On sait pas ce qui est vrai. Si tu peux. C'est avec qui je parlais de ça hier? Je sais plus. L'homme qui a marché sur. Ah oui, il y a eu un truc complotiste récemment sur Thomas Pesquet. Là, on parlait des prochaines missions sur la Lune. Ouais. Et là, il dit, oh, 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 c'est super. Là, donc, il parle, donc c'est 2 ans d'entraînement. D'ailleurs, c'est un truc que je pense, tu as dû entendre parler, c'est 2 ans, les hommes qui vont dans l'espace, ils s'entraînent, ils font des simulations et des entraînements sur 2 ans pour une mission. Ouais. Ce qui est inspirant, c'est que tu dis, putain, bah, en fait, si je faisais pareil dans ma vie, si je m'entraînais 2 ans pour accomplir une tâche, bah, en fait, un an, on va rétrécir. Si je me préparais sur 6 mois pour accomplir un truc, bah, en fait, mon stress réduirait grandement, en fait. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et là, pour revenir à l'idée de ce qui est vrai et pas vrai, c'est qu'en fait, il dit à un moment donné, après ça a été démenti, mais en fait, on va aller sur la Lune, à tel endroit sur la Lune, l'homme, ouais, c'est à 400 000 km de la planète, Terre, c'est un être humain, l'être humain va aller aussi loin, il n'a jamais été autant dans l'espace. Et là, les complotistes vont se dire, vous avez vu, il dit, on va jamais aller aussi loin qu'on n'a jamais été, c'est la preuve qu'on n'a jamais été sur la Lune, blablabla. Moi, je pense qu'on y a été, Mhm. clairement. Il y a beaucoup de preuves, etc., de photos, de référencement. Mais en vrai, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Et j'étais pas né à Mhm. l'époque où ça a eu lieu. Et même si j'ai arrivé en direct à la télé à l'époque, en 1979, il me semble. Ouais. Alors, désolé, j'ai pas la date exacte, Moi non plus. mais je l'ai pas vu de mes yeux. Donc, Mhm. donc tu vois, en hypnose, quelqu'un qui me dit qu'il y a des croyances très très fortes, je veux dire, vous l'avez vu de vos yeux? Et mais en fait, il faut rappeler aux gens des fois qu'on parle de choses, mais on n'en sait rien. C'est que des paris, les croyances. On parie ça. Mhm. Si tu me laisses dire un truc sur le sujet un instant, si c'est OK? Ouais. Ouais, dis-moi. Il y a une étude qui avait été faite, et j'avais fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma page Insta. C'est, ils ont pris des mecs qu'ils ont fait venir, ils ont appelé des mecs, alors allez, on va dire 10 mecs, dans une salle pour leur faire passer un test de culture générale. Et on leur dit le test est. On leur dit rien. On Ouais. leur dit rien, c'est un test de culture générale, c'est tout ce qu'ils savent. Et le test, il est fadoche, il est facile, il est trop facile. Ouais. Un gamin de primaire, il le réussit. Et, et je crois, et on leur dit les résultats en plus à la fin. Eux, je pense, des gens le faisant, ils se disent
Tu vois, c'est quoi le truc qui tourne autour de la Terre? Bah, la Lune, tu vois. Et on leur dit, bah, vous avez une culture G, un niveau de culture G. Ah là, les mecs, vous êtes super forts. Et les gars, ils font, ouh, trop content, trop content. Et pour vous remercier pour votre venue, pour nous avoir fait de votre temps, on vous a offert un petit apéro. Et là, ils arrivent, donc ça se passe dans un hôtel. Et il s'avère qu'il y a déjà des gens dans la salle, mais en l'occurrence des filles. Et des Ouais. très belles filles, tu vois. Et là, les mecs, ils font leur truc, ils parlent entre eux, et puis ils vont parler aux nanas, tu vois, ils se mettent à l'aise et ça plaît. Et je sais pas, c'est fluide, quoi. Et là, ils font un autre test avec 10 autres mecs, et là, on leur dit que le test est plutôt facile. Ouais. Donc là, volontairement, on leur dit qu'il est facile, mais sauf que le test, il est super dur. Et ils échouent tous. Pareil, on leur dit le résultat à la fin, bon, c'est un peu bas, même très bas. Mais on vous remercie d'être venus et tout, et on vous a préparé un apéro dînatoire, voilà, à la fin, voilà, pour vous remercier, on est là pour répondre à vos questions, il y a peut-être d'autres gens aussi. Et là, pareil, même truc, les nanas sont là, et là, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont timides, ils n'y arrivent pas, et pire, les filles sont dédaigneuses avec eux. Dédaigneux, dans le Ah. dédain, quoi. Et elles savent pourtant que eux, c'est un test, tu vois. Ouais. Et même malgré ça, elles sont dédain, parce que leur comportement, c'est pas ce qu'elles veulent, c'est pas ce qu'elles attendent d'un mec. Mais ça prouve quoi, cette expérience? On favorise la réussite, plutôt que l'échec. Mais les deux, ça dépend pas de toi. Il y a plein de facteurs des fois qui fait que tu vas échouer, qui dépendent pas de toi, et des facteurs qui dépendent pas de toi qui fait que tu vas réussir. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? C'est la prise de risque. Quand tu prends des risques, bah là, tu fais un truc qui est 1000 fois plus puissant, c'est que tu te crées un retour sur expérience, tu te testes, tu connais tes capacités en prenant un risque, en testant Mm. des choses, tu expérimentes. Et les sélections, moi, ça m'a. Pardon, une fille, je savais pas faire ça, c'était un stress immense de le faire. Mais en le faisant, j'ai pu comprendre des choses sur moi. En parlant à Mm. quelqu'un, en Mm. prenant le risque de me faire rejeter, parce que ça arrive. Oui, c'était ça. Je pense que toi, depuis que tu étais jeune, il y avait cette peur d'être rejeté. Et Se ouais, rejeter socialement, rejeter des amis, rejeter des bah ouais, filles. parce que tu te dis, bah pourquoi j'irais me faire chier à aller craignant parce que je peux prendre. Parce que de toute façon, ils peuvent me rejeter. Si tu te racontes une histoire qui fait, bah finalement, pourquoi je me casserais les pieds? Parce qu'ils peuvent me rejeter finalement. Mais qu'est-ce qui dit que ta maman, elle peut pas te rejeter demain en fait? Tu vois, on est toujours libre. On est toujours libre en fait. Les gens que tu connais, demain, ils peuvent te dire stop. Mm. Alors c'est pas intuitif ce que je dis, hein. Mais rien, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, parfois se réalisent, hein. Euh, mais en fait, ce qui compte, c'est de se raconter l'histoire qui fait que toi, t'avances. Prendre des Mm. risques, tout de suite, tu sais ce qui marche et ce qui fonctionne pas parce que tu le vis physiologiquement, dans ta tête, dans ton corps. Tu le vis. C'est factuel. Et alors, bah, est-ce que tu crées une vraie confiance en toi? Tu crées vraiment une vraie estime de toi, surtout. Surtout une bonne estime de toi. Mm. Parce que tu te dis, je m'estime capable de ça. Et ça dépend pas, ça dépend de moi. C'est mon estime, ça dépend que de moi. Parce que c'est mon expérience à moi. Mm. C'est juste ça que je voulais dire. Et petite question qui n'est pas de moi, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais dans ce podcast, Ok. il y a la question qui vient de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Enchanté. Alors Tata Jacqueline, tu vois, c'est un peu la tante qui comprend pas bien qui comprend pas très bien de prendre le pouvoir sur sa vie déjà, hein. Elle pense que de toute façon se plaindre c'est beaucoup plus facile et de regarder Ok. les informations c'est beaucoup plus facile. Et alors j'ai envie de te dire, quand je lui ai parlé de toi, elle m'a dit moi l'hypnose je comprends pas. Et elle avait une question. Elle disait mais l'hypnose c'est bien gentil, mais est-ce que c'est pas mieux à la télévision avec Mesmer qui hypnotise et qui fait des shows? Est-ce que finalement, c'est pas un peu de la connerie et que l'hypnose, ça sert à rien si ce n'est faire rire les gens et les faire la poule sur une scène? Qu'est-ce que tu as à répondre à Tata Jacqueline qui a cette croyance-là? Mais, bah, Tata Jacqueline, bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure auquel tu m'écoutes. Enchanté, moi c'est Maxime. Bah, j'ai envie de te dire, oui et non, t'as raison. Ça sert à rien l'hypnose, ça pourrait rester à la télé, ça serait juste pour divertir, mais en fait, désolé de te dire ça, mais il y a des gens qui changent leur vie grâce à ça aussi. T'as plein de témoignages. Je vais te dire un truc auquel je crois moyennement parfois, c'est l'expérience de mort imminente. Un truc un peu plus, désolé, c'est un peu plus dark d'un coup. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, moi j'en ai jamais vécu, mais t'as des témoignages, et plus on va avancer longtemps, plus ça se trouve, on va récolter. Donc en fait, pour Tata Jacqueline, le truc que j'ai envie de dire, c'est que en fait, bah, tout simplement qu'elle aille tester. Et pas une fois, parce que souvent une expérience suffit à créer une croyance, et tout est limitante. Un truc con, bah si je vais au cinéma qu'une fois dans ma vie, je vois un film en noir et blanc, en plus sous-titré en anglais et c'est en allemand, et c'est pas un film qui est très divertissant, et je me dis, je sors de là, bah je suis pas très réceptif au cinéma.
Et bah là, d'un coup, je me dis, bah, c'est pas pour moi le cinéma. En fait, je suis pas fait pour ça. C'est comme quelqu'un qui lirait un livre tu vois, d'un truc d'école. Il dit, ah, j'ai Ouais. cru ça pendant longtemps. C'est pas pour moi la lecture. Alors là, Ouais. j'ai commencé à lire des trucs comme Harry Potter ou des livres de films qui m'ont trop plu. Et bah, je me suis dit, waouh! Ouais. Mais il m'en a fallu plusieurs. Et ben en fait, c'est pareil avec l'hypnose. C'est-à-dire, si on n'avait qu'une expérience, ben là, apparemment, de ce que j'entends, elle a pas vécu. Ben là, ce que j'ai envie de dire, c'est va le vivre pour être sûr que ça sert à rien. Ouais. Et je te demande d'essayer de te dire que ça sert à rien après l'avoir vécu. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de l'hypnose, justement, qui est présentée à la télévision, où les gens font la poule, se mettent à danser sur les tables c'est quoi, selon toi? Alors, Enfin, c'est quoi la différence, en fait, avec ce que tu fais? bah, il y a une différence. La différence, c'est qu'il y en a un, c'est pour juste divertir. Il y en a un, c'est pour changer sa vie. Ouais. Et celle pour divertir, elle crée beaucoup de fossés pour nous, les praticiens. C'est que ça crée une croyance on perd le contrôle. Parce que ce qu'on voit, bah, c'est en fait les gens, on leur demande de faire des trucs comme faire la poule, c'est ridicule. Hmm. C'est ridicule, quoi. C'est marrant une seconde, mais il paraît qu'il y a une anecdote que j'ai entendue récemment. C'est pendant un spectacle de Mesmer, il y a un gars qu'on a fait croire, donc Mesmer l'a disait, il lui a fait croire qu'il était une rockstar. Et qu'est-ce qu'il a fait en tant que rockstar? Parce que pour lui, c'était une certitude, légitimité totale, il s'est jeté dans la foule. Mais en fait, il s'est même pas jeté dans la foule, il s'est juste cassé la jambe en tombant par terre. Ouais. Et vous voyez, bah, l'hypnose, c'est un risque, on perd le contrôle, il se passe des trucs comme ça, et vous voyez que, bien sûr, que voilà, c'est dangereux l'hypnose. Mais non, ça s'appelle euh, du spectacle bâclé ou raté, en fait. L'hypnose, on va jamais demander à une personne de faire un truc qu'elle ne veut pas faire, et on demande toujours l'autorisation. Hmm. Et moi, je vais au-delà de cela en séance, par exemple. Je dis, écoutez, s'il y a un truc qui vous plaît pas en séance, vous me le dites. Et si je vous fais une proposition de marche à suivre qui vous plaît pas, vous me dites non et vous ne vous justifiez pas. C'est votre séance. Moi, je vous suis en fait. Et souvent, j'ai entendu d'ailleurs des amis qui faisaient une séance d'hypnose et qui étaient déçus parce que parce qu'en fait, ils étaient conscients tout le long de la séance. Ah, mais. Comme s'ils avaient l'impression que de faire une séance d'hypnose, ils partaient dans un voyage astral, je ne sais où, et qu'ils allaient revenir avec j'arrête de fumer, j'ai confiance en moi, Ouais. etc., etc. Alors que tu le dis bien, toi, t'accompagnes les gens, en fait, tu leur fais prendre en fait, tu leur fais prendre conscience des blocages et tu vas changer leurs croyances pour les remettre sur le bon chemin et qu'ils arrêtent d'avoir des cercles vicieux qui font qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif dans leur vie. Hmm. Et on n'est pas du tout sur des voyages astro qui vont C'est ça. faire que tu deviens un super-héros. C'est un travail à deux. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu prends quelqu'un dans tes bras, tu as un accompagnement avec bienveillance. Bah, je sais plus si je l'avais dit hors ce moment-là avec le podcast, mais je leur dis si je l'ai pas, même si je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est essentiel. C'est pas de la mécanique, on se rapproche. L'hypnose c'est pas la mécanique, c'est pas on va changer telle pièce là comme ça. Ça se rapproche plus de quelqu'un qui va consoler un enfant en fait, on va faire un câlin symbolique. En plus, c'est marrant parce que tes collègues ou tes potes qui t'ont raconté ça, ou les gens que tu as évoqués, bah, il y a un énorme gap. C'est-à-dire, la personne, elle vient pour arrêter de fumer, et elle te dit, j'ai pas vécu le voyage astral, je comprends pas. Bah non, mais ta demande, c'est d'arrêter de fumer, c'est pas de faire un voyage astral. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Par contre, si tu arrêtes de demander le voyage astral, on s'en serait plus rapproché déjà. Mais bah, c'est ultra important que la personne reste consciente. Mais c'est ça qui est génial avec l'hypnose, c'est parce que c'est une rencontre. Moi, j'ai mis sur ma carte de visite, et s'il était temps d'aller à la rencontre de votre inconscient. Hmm. Parce qu'on est conscient tout le temps, c'est la base. C'est, bah oui, elle est consciente parce qu'elle va vivre, elle va cheminer en elle. Si elle n'est pas consciente, c'est comme si elle allait rêver la nuit. Quand tu te réveilles la nuit, souvent, tu sais ce qui se passe, c'est une protection inconsciente de ton corps. Les souvenirs s'effacent de la nuit. Des fois, quand c'est Hmm. super beau, super intense, on s'en souvient de quelques fois. Mais il y a des gens qui disent, moi, je me souviens jamais de mes rêves. Mais tu rêves toute la nuit. C'est juste que c'est pour pas qu'il y ait de confusion entre la réalité et la rêverie, que ton cerveau efface tes rêves. Et c'est super dur de noter ça parce que souvent on a la tête dans le gaz en se réveillant. Et bon, là, si on avait à noter, on pourrait augmenter notre créativité et créer plus facilement des rêves lucides, c'est-à-dire se rendre compte qu'on rêve la nuit. C'est une sorte d'énorme état d'hypnose. Et il y a des gens qui. Tu sais que je rêve toutes les nuits. Tout le temps. Tout le temps, tout Mais le temps. tout le Ce monde. matin encore, j'écrivais mon rêve tellement que ça m'a retourné la C'est tête. excellent ce que tu fais et ça, je le fais pas assez, tu vois, par exemple. Mais le peu où je l'ai fait, hein, Ça, c'est le chat. il y a un chat, tiens. Et c'est vraiment Félix le chat de la pub, Félix, quoi. Elle est vraiment.
J'adore les chats. Les chats, tu sais qu'il y a plein de mystères sur eux en plus. Ouais. Il y a des. D'ailleurs, tu sais que tu vis chez ton chat. Hein. Je sais Oui, pas ouais, si tu, ça, non, mais je le sais. tu le sais, hein, Je suis au ça. courant. Ça, y a pas de problème, elle le fait savoir. Là, tu te disais que toi, tu le fais pas assez de noter tes rêves. Non, je fais pas assez. Je le faisais à une époque, tu vois, et pour plein de raisons, parce que je pense à plein de trucs en ce moment, mais quand tu prends le temps de le faire, c'est un cadeau, quoi. Pourquoi? Ça t'apporte quoi, en fait, de connaître tes rêves? Bah, je sais pas ce que toi ça t'apporte, mais moi quand je les faisais à une époque, tout de suite j'avais augmenté ma créativité, bah surtout ça a amélioré mon endormissement déjà parce que je fermais les yeux, je posais, même si j'étais pas très fatigué, je me remémorais la scène où j'en étais, Ouais. et tout de suite ça a augmenté mon envie de m'endormir pour aller à la suite. Rien que ça, tu vois, ça en valait la peine. Et j'ai une dernière question. T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Sans hésitation. Et là j'ai deux, alors c'est débile parce que je viens de dire sans hésitation, et là je m'arrête parce que j'ai deux souvenirs. Aborder une fille. Faire un stand-up devant une salle de remplie à 300 personnes. C'était en 2018. Et c'était un rêve que j'ai vraiment touché du doigt. C'était pas ouf. Je vais pas dire que c'était vraiment, c'était pas à mourir de rire, mais bon sang que c'était bon, quoi. Tu vivais un rêve éveillé là. Et c'était pour de vrai, quoi. J'avais combien de fois je l'avais imaginé dans ma tête. Et là je le vis, ça y est, ça en train d'être fait. Hein. Je le vis là, tu vois. Et c'était très court, mais ça c'était un stress avant qui était puissant et tout. Et quand j'étais dedans, j'étais à fond, concentré. Waouh! Ça a augmenté ton estime de toi, après? La question se posait même plus pour te dire. Ah ouais. En plus, après, c'est tellement. Ouais, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Après, le truc, c'est que souvent, le retour de service, c'est que c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le truc que tu fais ensuite? Et en fait, il y a. Quand tu dis, ouais, j'ai accompli, et je pense qu'à un moment donné, une partie de moi qui se dit, tiens, je vais ralentir. Par exemple, si je reprends le truc des filles, aborder une fille, ça a été libérateur, mais aussi à un moment donné, c'était redondant. Des fois, je vois un groupe de deux filles, trois filles, et c'est la même chose d'aller les voir. C'est juste, c'est plus dur de gérer un groupe. Ouais. Mais en vrai, tu t'intéresses au groupe et à la fin, tu proposes à une fille qui t'a plu de se revoir. C'est tout. Ça va pas plaire aux deux autres. Après, c'est bien en fonction de la sympathie que tu as créée avec le groupe avant de valider. Et, ou pas, mais ça dépend pas de toi, encore une fois. Mais le stand-up, bah là, ce qui a été, après, c'était de continuer. Et là, je me suis rendu compte que c'était plus dur de s'enchaîner. En fait, c'est un énorme travail sur soi, le stand-up. Mais c'est magnifique comme travail. Hein. C'est vraiment un bénéfice. Gagner en humour, gagner en aisance, ça fait du bien, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, tu viens de loin, hein, t'as quand même fait. Non, mais tu viens de loin dans le sens que par rapport à d'où tu viens. Bah, je viens de et ce que Belleville, t'as- j'ai pris la ligne 12. Quoi, Mais c'est vrai que t'étais pas forcément quelqu'un c'est pas facile, quoi. qui était. Enfin, quand on entend d'où tu viens, t'étais pas destiné à avoir une aisance avec les filles ou à faire du stand-up ou à travailler sur toi au point d'aider les gens à dépasser leur blocage. Hmm. Et il y a peut-être même une certaine logique d'avoir eu des blocages, toi, à dépasser pour aujourd'hui les transmettre aux autres, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, et je pense qu'il écoutera cet audio peut-être, et qu'il entendra ça. C'est une peur, c'est une invitation pour la dépasser. Et je pense souvent à ce qu'il m'a dit parce que en fait, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière la peur? Mais c'est le désir qu'il y a derrière la peur. Mm. Et des fois, j'ai fait ce travail-là parce que j'ai fait aussi des cours de prise de parole en public. J'avais travaillé pendant un an et demi, enfin travaillé, je me formais à l'école de l'art oratoire. Et là-bas, on ne dit pas ce qu'on a prévu de dire, parce qu'on a prévu de dire ça comme ça, mais on va plus loin du discours grâce au public. Et le stand-up, c'est à peu près pareil. Il y a toujours un côté préparé, mais il y a aussi cette idée où il faut se servir des réactions du public. Tu leur parles, donc tu dois te servir de la conversation, c'est que tu te sers de ce qui est dit en fait pour jongler avec un peu. Toi, tu sais où tu vas, mais tu dois modifier. Tu sais où est le port d'arrivée, mais tu dois modifier parfois un peu le chemin en fonction de ce qu'on te donne comme énergie. Et cette peur, mais des fois en plus je le vois en hypnose, quoi. Je veux dire, moi, j'adore la métaphore de la PNL, c'est là j'ai une table là, Mm. elle a 4 pieds, mais une croyance limitante peut-être qu'elle a 8 pieds, 10 pieds. Et nous, notre but, c'est d'aller casser chaque pied.
Et des fois, tu te rends compte que c'est pas fondé sur grand-chose, en fait, quoi. Ça va pas bien loin, quoi. Les fondements d'une peur, bah oui, bah quand tu étais enfant, que tu avais peur de ça, mais en fait, tu as grandi, tu te rappelles qu'en fait, bah, il n'y a pas de monstre, en fait, ça n'existe pas. C'est un concept qui a été créé justement pour créer de la peur, mais ça, une fois que ça a marché, tu sais, tu peux te rappeler aussi automatiquement que ça n'existe pas. On a toujours peur du noir un petit peu parfois. Surtout si tu regardes un film un peu qui fait peur, on a plus tendance à laisser une veilleuse ou à allumer Mm. plus les lumières. Moi, je suis très sensible à ça. Et voilà, quoi, je veux dire, à un moment donné, une peur, c'est fait pour être dépassé. Et je pense que moi, en tant que praticien, c'est là où des fois je suis très dur avec moi-même ou très exigeant et les gens le sentent ou je culpabilise pour sur de certains excès. C'est que j'ai cette responsabilité parce que je suis à leur service, aux gens qui me font ce plaisir de venir me voir, de travailler avec moi. C'est que je suis à leur service, mais aussi pour être à leur service, me dois quelque part de montrer l'exemple. Mm. Je peux pas arriver et tu vois, tiens, bah, je te reprends encore, on repart sur la sélection 2 secondes. La sélection, c'est pas tes sélections 1 heure par jour, hein, c'est tu l'es ou tu l'es pas, hein. C'est pas genre, je fais une sélection, allez, pendant 2 heures, je me mets bien, et après je suis dégueulasse, je joue aux jeux vidéo devant GTA, je bouffe des chips, je sors pas trop de chez moi, j'essaie de pas lire un livre de temps en temps. Non, c'est tu l'es ou tu l'es pas. Mais en vrai, moi, ce que j'ai appris avec certaines personnes, c'est de développer un style de vie, déjà un qui me plaît, mais surtout qui va plaire aux autres, quoi. Avoir comment développer ta singularité. Toi, t'appelles ça l'unicité, c'est ça? Ouais, Moi, j'appelle ça la singularité. ouais, c'est Mais c'est la ça. même chose, quoi. C'est la même chose, hein. C'est la même Ouais. chose, mais bah ouais, on veut pas sortir avec Monsieur Tout, on veut sortir avec quelqu'un qui nous fait sentir quelque chose d'un peu particulier, ou on se sent avec quelqu'un qui nous apporte de la variété, ce qui est encore une fois le livre, le film, la musique, le tableau. Pourquoi tout ça d'ailleurs? Pour sortir de la normalité, hein, pour accéder à quelque chose de plus poétique, de plus différent, et de plus vrai, quoi. Tu vois. C'est comme ça aussi que je définis l'hypnose, c'est sortir de la normalité, quoi. Et des fois, je m'autorise à dire ça à mes clients, c'est peut-être qu'en fait, on n'hypnotise pas les gens, et là, je m'adresse à Tata Jacqueline. Jacqueline, une nouvelle fois, qui m'écoute, j'espère. Peut-être que vous êtes déjà sous hypnose, et peut-être que si vous venez me voir, bah, peut-être que je pourrais vous déshypnotiser pour vous ramener à vous-même. Et Mhm. peut-être que là, ça vient de mes maîtres, ça vient pas de moi, malheureusement. Peut-être que dans quelques années, je trouverai une phrase encore plus belle, plus poétique, qui sait. C'est un beau message. Mais c'est un beau message, Ouais. c'est une belle idée en tout cas. J'aime bien l'idée de se dire, ok, peut-être qu'en fait, là, toi et moi, on est déjà sous hypnose, et en fait, quand on rentre sous hypnose, on revient à ce qu'il y a de plus vrai. Mais c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on revient à l'authenticité. Enfin, on tire un trait sur tout ce qui nous avait égaré, qui nous empêchait d'avancer. Et souvent, comme par hasard, les gens sortent de mon cabinet, qu'est-ce qu'ils me disent? Je me sens plus léger. Ah. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté des masques potentiels qu'ils portaient pour C'est un, paraître comme ça, paraître ceci, paraître pour la société, pour leurs parents, pour leurs proches. Et ça veut dire que avec l'hypnose, tu arrives à enlever ces masques qu'ils ont et se sentir donc plus léger, plus eux-mêmes, plus authentique. Je vais répondre oui, et mieux que ça, c'est-à-dire c'est eux qui le font. Moi, j'enlève rien, encore une fois, je ne fais rien. C'est ça le truc qui peut faire un peu peur, c'est que je ne fais rien, c'est eux qui font. Je peux pas pédaler. Les gens, ils veulent que je pédale à leur place, des fois. Moi, je fais pas ça. Je les aide à pédaler pour eux. Mm. Je leur aide à faire avancer leur moteur. Mais surtout, les masses, c'est quelque chose de sain aussi. C'était là, on parlait des addictions, tout ça. Mais c'est sain, tout ça, à la base. Tout est sain à la base. On va pas faire un truc qui va nous démunir, qui va nous faire du mal volontairement. Ça n'a ni queue ni tête de faire ça. Ouais. On pourrait assimiler ça de la folie alors, mais même ça, on pourrait trouver quelque chose de sain dans tout ça. Si on le fait, les masques, c'est ça en fait. Dans certains moments de notre journée, c'est ça. Mais ce qui devient malsain, c'est quand tu n'arrives plus à faire la décision entre ton identité et les masques. Je te prends un exemple, les gens sur Instagram. Je te prends une Zendaya qui est super maquillée de ouf, dans les tenues voilà, excentriques, tout ce que tu veux, ou une Lady Gaga. Mais ce qu'elle fait la distinction avec ça et sa vraie vie, sa vie de tous les jours, quoi. Quand je l'ai vu, la Zendaya dans Spider-Man, quand je l'ai découvert sur Insta, je me suis dit, mais c'est la même personne, vraiment. J'étais j'étais étonné, quoi. La distinction, le gap qu'il y avait. Donc, et d'ailleurs, l'identité, est-ce que ça existe vraiment? Tu vois, Mm. c'est des questions qu'on va poser, mais on va pas voir. C'est les personnes qui vont trouver leur réponse. Nous, on ne sait pas. On n'interfère pas à ce moment-là, pas à cet endroit-là. Mais les masses, ça a une utilité, tant qu'on se souvient de qui on est. Et je pense que c'est ça, l'hypnose, c'est se rallier à nous-mêmes, en fait.
Je pense que c'est une belle phrase pour Mm. terminer, parce qu'on pourra en parler des heures, j'ai l'impression. Je crois aussi. Et d'ailleurs, Mais, en s'informant sur YouTube, vous pouvez trouver des heures et des heures de conseils, de sur l'hypnose, sur la PNL. C'est super, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment détrompez-vous, quoi. Si vous prenez du temps à regarder ça, c'est que du gain. Merci beaucoup Maxime Merci, d'être Nico. venu. Avec plaisir. Ton Merci à site toi. est dans la description, ton Instagram est dans la description. Donc Top. s'ils veulent te retrouver, tout est déjà là. Super. Merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut, ciao, ciao. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles et même un commentaire, ça serait super. C'est la manière la plus utile pour faire découvrir ce podcast. Mais tu peux aussi, et oui ça tu peux, ne t'empêche pas de le faire, de le partager à quelqu'un. Ça marche et c'est très bien aussi. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!